Bonjour à tous, une vidéo bilan sur la séquence de la naissance du monde bipolaire. Donc les débuts de la guerre froide, les origines de la guerre froide, comment en est-on arrivé à un bras de fer qui va durer plusieurs décennies entre les deux grands, les deux géants, les deux grands que sont les États-Unis et l'URSS, comment en est-on arrivé là, comment est-on passé de la Seconde Guerre mondiale donc directement à la guerre froide, à une nouvelle guerre. Quelles sont les différentes formes et les différents lieux de tension dans les débuts de cette guerre froide? On parlera bien évidemment de l'Allemagne et du cas berlinois. Donc, les origines, l'année 47, année décisive puisqu'elle marque véritablement le début de la guerre froide. Donc on verra ce qui s'est passé concrètement en 1947. Et puis, on s'attardera donc sur un point d'achoppement, un point de friction, un lieu de friction très important qui sera dans un premier temps d'ailleurs le cœur de la guerre froide, c'est le cas de Berlin. Donc cette séquence porte sur une activité, l'activité 2 ici. Vous aurez comme d'habitude la correction rédigée de manière numérique grâce à la collaboration de Madame Ambrosi. Voilà. Il convient tout d'abord de revenir sur le contexte de 1945. En 1945, depuis le débarquement 1944, 6 juin 1944, les armées alliées sont en train de prendre en tenaille l'armée allemande. L'Allemagne recule sur tous les fronts, et notamment sur le front de l'Est, à partir du moment où le verrou de Stalingrad en 1943 saute. Une véritable course est entamée entre d'un côté les Alliés débarqués en Normandie et l'armée rouge qui avance également à vitesse grand V, tel le rouleau compresseur soviétique, comme on le surnommait, en direction de l'Allemagne, le but étant de prendre un maximum de territoire. Donc c'est une véritable course contre la montre qui est engagée entre le front de l'Ouest et le front de l'Est, signe déjà de cette future guerre froide. Je vous rappelle que le dirigeant soviétique de l'époque, c'est Joseph Staline, et que sa volonté est d'imposer sa puissance, notamment sa puissance face aux États-Unis, en conquérant donc un maximum de territoire. Le 8 mai 1945, eh bien faisons les comptes. Le 8 mai 1945, Berlin a été prise d'abord par l'Union soviétique, les Américains ne sont pas arrivés à temps, et une partie donc de la Prusse orientale et de l'Allemagne de l'Est est donc sous occupation de l'armée rouge, tout comme un grand nombre de pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale que vous voyez ici, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie. En ce qui concerne l'Autriche, une négociation aura lieu pour faire reculer, évacuer l'Autriche faire évacuer l'armée rouge de l'Autriche. En ce qui concerne l'Allemagne, le cas est problématique puisque donc une partie de l'Allemagne est sous contrôle de l'armée rouge et une autre partie sous le contrôle des armées alliées. Quand je parle des armées alliées, je parle bien sûr des armées américaines, britanniques et françaises. Merci de Gaulle qui a pu replacer la France dans le camp des vainqueurs et non pas dans le camp de la honte avec Pétain. Donc voici la situation le 8 mai 1945. Vous avez un instantané ici qui vous montre la situation militaro-politique, si j'ose dire, de l'Europe à cette date. Dès lors, les vainqueurs de l'Allemagne vont devoir négocier pour l'après 8 mai 1945. Qu'allons-nous faire de ces territoires sous contrôle militaire ? Tout d'abord, il était convenu d'occuper militairement un certain nombre de territoires européens, en partant du principe que beaucoup de ces territoires n'étaient pas capables de s'administrer eux-mêmes dans un premier temps, puisqu'ils sont ruinés par la guerre. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, d'un grand nombre de pays qui ont été eux-mêmes ravagés par la guerre, la Pologne par exemple, Pologne qui avait d'ailleurs notamment disparu. En ce qui concerne des pays comme la France elle-même est confrontée à des ruines sur certaines parties de son territoire, puisque des combats y ont eu lieu, et puis la France est confrontée à une désorganisation totale de ses circuits commerciaux, agricoles, etc. etc. Chose sur laquelle De Gaulle a travaillé, puisqu'il a
rapidement créé le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, qui visait à prendre tout de suite le relais afin de relever la France et gouverner donc au mieux la France. C'est pour ça que la France n'a pas eu d'occupation militaire. Mais pour le reste, l'Allemagne, l'Autriche, etc. vont devoir connaître cette occupation militaire. Le président américain de l'époque, Franklin Delano Roosevelt, est conscient du danger que représente cette très imposante occupation de l'armée rouge, occupation soviétique sur une grande partie du territoire européen. Donc il faut rapidement se mettre d'accord, se mettre autour d'une table et se mettre d'accord sur la gestion des années à venir de ces territoires-là, en ayant bien sûr en tête l'idée qu'il va falloir occuper de manière temporaire ces territoires et que donc rapidement les armées puissent libérer ces populations et ces territoires. Cette première conférence a lieu à Yalta. La conférence de Yalta, et qui donnera lieu à une autre conférence quelques semaines plus tard. Donc Yalta, c'est février. Ce sera ensuite la conférence en avril 1945 de Potsdam. À Potsdam, ce ne sera plus Roosevelt, ce sera son successeur, le vice-président qui devient président comme le veut la Constitution américaine, le président Truman, dont on va reparler. Roosevelt, en effet, est très très malade, très fatigué, on le voit d'ailleurs ici sur cette photographie. Donc ici, vous avez les trois grands qui se réunissent à Yalta. Yalta, c'est en URSS, c'est en Crimée. Donc vous avez de gauche à droite Winston Churchill, Premier ministre britannique, Franklin Delano Roosevelt. Theodore Roosevelt, c'est un autre président. Et bien sûr, Joseph Staline, toujours bon pied, bon oeil, toujours très jovial, mais qui cache, et on le sait bien, son jeu. N'oubliez pas que c'est un dictateur extrêmement sanguinaire. De quoi allons-nous parler? Eh bien, donc de cet après 45, et notamment, on se met d'accord lors de cette conférence sur des accords écrits qui partent du principe que les armées d'occupation doivent rapidement permettre le redressement économique des territoires, la remise sur pied de gouvernements stables et de gouvernements qui sont avant tout démocratiques. L'idée d'ailleurs de gouvernement démocratique peut faire sourire puisque Staline lui-même ne connaît pas la démocratie, c'est un dictateur, il a mis sur pied son régime totalitaire, donc on peut en sourire. Roosevelt et Churchill ont-ils fait preuve de naïveté? Gagnent-ils du temps? Je pense que c'est tout ça à la fois. Churchill notamment connaît bien Staline et connaît bien le jeu de Staline et sait très bien que Staline est un homme incapable de s'engager sur de tels objectifs. Bref, les engagements sont pris et chacun donc retourne à ses occupations de gestion, d'administration des territoires occupés. En ce qui concerne l'Allemagne, puisque je retourne ici, voilà, vous savez, je l'ai dit que l'Allemagne était occupée par plusieurs armées. En ce qui concerne l'Allemagne, eh bien, il est décidé que l'Allemagne sera découpée en 4 zones d'occupation militaire, 4 zones d'administration militaire. Donc la zone occupée par l'armée soviétique, une zone britannique, une zone française et une zone américaine. Voilà, 4 secteurs militaires différents. La question est la même pour Berlin. Berlin qui avait été libéré intégralement par l'armée rouge. Staline réclamait la mainmise sur la totalité de Berlin, mais finalement, Roosevelt a réussi à faire plier Staline, et Staline est obligé d'accepter, on y reviendra évidemment, puisque ça ne va pas lui plaire, obligé d'accepter un découpage aussi en 4 secteurs, donc un secteur américain, un secteur français et un secteur britannique, ainsi qu'un secteur ici soviétique. Les années vont passer. Le président qui a succédé à Roosevelt, parce que Roosevelt est décédé avant la fin de son mandat et comme le veut la Constitution, eh bien c'est le vice-président des États-Unis qui prend le relais jusqu'à la fin du mandat prévu. Le président donc, qui a pris le relais de Roosevelt, c'est Harry Truman. Donc Harry Truman, en 1947, va mettre les pieds dans le plat. 1947, nous sommes donc 2 ans approximativement après les accords donc, de Yalta, confirmés à Potsdam, et Harry Truman va procéder à un discours
énoncé un discours devant le Congrès américain. Le Congrès, c'est l'équivalent de notre Parlement français, le Sénat plus la Chambre des représentants, qui va faire mouche et qui va faire date. Nous sommes le 12 mars 1947, et que dit-il en substance dans son discours? Eh bien, il dit en gros que pour lui, désormais, le monde, en tout cas l'Europe, est coupé en deux territoires politiques, idéologiques différents. D'un côté, ceux qui respectent la démocratie, et donc sous-entendu qui respectent les accords de Yalta, de l'autre, ceux qui n'ont pas respecté les objectifs de mettre en place des gouvernements démocratiques. Il, évidemment, accuse sans le nommer l'URSS et Staline. Puisqu'en effet, on constate que, même s'il y a eu des élections organisées dans les différents territoires occupés par l'Armée rouge, on constate que dans tous ces territoires, je les remontre, la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc., la Roumanie, tous ces territoires ont porté au pouvoir des gouvernements communistes, comme de par hasard. Et Truman dit en gros, il y a eu un truchement, il y a eu un trichement, enfin ça n'a sans doute pas été des élections régulières, et donc pour lui, l'URSS a manqué à sa parole, à ses engagements, et a manœuvré en fait en coulisses pour que les communistes, les partis communistes de ces différents pays emportent le pouvoir, et donc cherche en quelque sorte protection et s'allie naturellement avec l'URSS. Sous-entendu, vous, soviétiques, vous pouvez rester dans nos territoires, vous êtes les bienvenus. Donc ça crée une crispation majeure désormais entre les États-Unis et l'URSS, avec Harry Truman qui dit clairement à Staline, je sais ce que tu as fait, j'ai bien vu que tu n'avais pas respecté tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on estime que le discours de Truman, qu'on appelle la doctrine Truman, est une doctrine qui marque le début de la guerre froide. Alors dès lors, que faire? Évidemment, Truman ne peut pas envoyer l'armée américaine libérer ses territoires d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, et donc bouter ou mettre un coup de pied au derrière de l'armée rouge et de l'armée de Staline. Donc évidemment, la guerre froide, c'est ça. Le principe de la guerre froide, c'est pas de conflit direct, mais c'est des actions politiques ou militaires indirectes qui visent à gêner l'adversaire. Donc Truman, une fois qu'il a montré du doigt à Staline, va partir du principe qu'il existe désormais deux camps et qu'il faut choisir son camp. Ça va passer par ce qu'on appelle le plan Marshall. Le plan Marshall, alors je ne sais pas si ici... Tac. Alors non, il n'y a pas ici de... Alors oui, je disais donc le plan Marshall est une initiative américaine qui consiste à aider les pays européens pour leur reconstruction. C'est un plan qui va apporter des moyens financiers, des moyens matériels, soit sous la forme de prêts, soit sous la forme de dons, soit les deux, et libre à chaque pays européen d'accepter ce plan. Et là, évidemment, seuls les pays qui ne seront pas sous contrôle de l'armée rouge accepteront ce plan d'aide américain. L'idée en fait américaine est très fine, la manœuvre américaine est très fine, c'est que ça permet de faire tomber les masques et de montrer que désormais les pays qui ont refusé les plans Marshall sont des pays qui sont complètement affiliés, complètement inféodés, complètement sous contrôle, j'oserais dire alliés de l'URSS. Donc là on a véritablement désormais un découpage de l'Europe en deux camps. Ceux qui acceptent le plan Marshall, qui sont donc se tourner du côté américain, et ceux qui refusent le plan Marshall et qui vont se tourner du côté de l'URSS. Désormais, comme le dit Churchill, c'est son expression, eh bien l'Europe est coupée en deux parties, séparées par un rideau de fer. Le rideau de fer, c'est cette frontière invisible mais étanche qui sépare désormais l'Europe en deux camps, le camp pro-américain et le camp pro-soviétique. On va parler de bloc de l'Ouest et de bloc de l'Est.
Sans rentrer dans les détails, ces deux blocs en Europe vont se renforcer progressivement, avec d'un côté la création de l'OTAN pour l'Ouest, l'OTAN c'est-à-dire une armée commune, enfin la mise en commun de moyens militaires et tactiques des pays de l'Ouest qui adhèrent à l'OTAN qui existe toujours au passage, et puis de l'autre côté l'équivalent de l'OTAN à la sauce soviétique qu'on appelle le pacte de Varsovie, qui réunit donc les moyens militaires et tactiques des pays de l'Europe de l'Est et de l'URSS au sein d'une armée commune. Nous venons de voir donc les origines de la crise, la situation en 1945, l'année 1947 avec la doctrine Truman qui affirme l'existence désormais de deux camps. Troisième et dernier point abordé, le cas allemand et surtout le cas de Berlin. Alors, je vous ai montré tout à l'heure la carte de l'Allemagne, bien sûr, et séparée en 4 secteurs d'occupation militaire, et la carte de Berlin, découpée également en 4 secteurs d'occupation militaire. Staline n'a jamais accepté le fait qu'ils doivent accepter la séparation de Berlin en 4. Il a toujours estimé que l'armée rouge avait été la seule à se battre pour prendre Berlin et que Berlin lui revenait de plein droit. Et puis il y a un deuxième problème, c'est que le découpage de Berlin en 4 secteurs, notamment 3 secteurs américains, français et britanniques en zone soviétique, c'est un peu le ver dans le fruit, c'est-à-dire que c'est une présence étrangère absolument inacceptable pour Staline. Donc Staline va régulièrement, bien sûr, revenir au créneau pour demander cette récupération de l'intégralité du secteur de Berlin. Évidemment, les puissances de l'Ouest refusent parce que c'est un atout tactique non négligeable d'être présent en secteur soviétique. Et donc Staline va imaginer un stratagème pour forcer la main aux Occidentaux et les obliger donc à partir. Là, on parle de la crise de 1948-1949 qui part d'une idée très simple. Staline veut absolument pourrir la vie des Occidentaux à Berlin en fermant en fait tous les accès de Berlin, ce qu'on va appeler bientôt Berlin-Ouest, donc Berlin-Ouest ici, vers les territoires en Allemagne de l'Ouest. Puisque pour aller à Berlin-Ouest, il faut bien passer soit par les airs, soit donc l'espace aérien contrôlé par l'armée rouge, soit par la terre, donc via les autoroutes, les routes, ou le transport ferroviaire qui passe donc là aussi en territoire soviétique. Donc Staline ordonne que l'on coupe tous ces points d'accès. Il pense naïvement que donc les Américains, les Français et les Britanniques vont venir autour de la table pour jeter l'éponge et dire bah non, finalement ça devient trop compliqué d'accéder à Berlin-Ouest. Et finalement, on va rentrer dans une partie de poker, ce qui est d'ailleurs souvent le cas souvent ce qui va marquer la guerre froide. Chacun avance ses pions en attendant la réaction de manière fébrile, mais en attendant la réaction de l'adversaire. Et donc le coup de poker va être le suivant ici. Puisqu'on ne peut pas emprunter le chemin de fer, les routes, etc., on ne peut plus traverser les frontières, eh bien on va ravitailler Berlin-Ouest par les airs. Et on verra bien. Tout en sachant que il y a violation d'espace aérien, puisqu'ils n'ont pas, ces avions, autorisation de survoler le territoire ici soviétique. Alors évidemment, le risque, quand on a violation d'un espace aérien, c'est que votre avion soit abattu par la chasse de la puissance qui contrôle cet espace aérien. Donc en gros, le risque est que ces avions de ravitaillement des Américains ou des Britanniques soient abattus par des chasseurs soviétiques. Évidemment, Staline est face à un dilemme. Il serait dans son bon droit de le faire, d'abattre ces avions, mais il a peur de la réaction des Américains. L'armée américaine est très puissante. N'oubliez pas qu'en 1947, les États-Unis détiennent l'arme atomique. Ils sont les seuls détenteurs de l'arme atomique, et ce jusqu'en 1949. En 1948,
ils sont les seuls détenteurs de cette arme-là. Donc Staline est très inquiet. Quelle réaction en chaîne peut entraîner l'élimination d'un avion allié en vol? Donc il ne fait rien, et donc pendant un an, Berlin sera ainsi ravitaillé par les airs. Et au bout d'un an, en 1949, eh bien, Staline se rend compte que son stratagème n'a pas fonctionné, que les Alliés continuent à ravitailler, ça leur coûte très cher hein, bien évidemment, mais continuent à ravitailler Berlin-Ouest. Et finalement, en 1949, Staline jette l'éponge. Donc c'est un premier incident majeur concernant Berlin. Il y en aura d'autres, et le cas berlinois sera définitivement réglé en 1961. Donc je vous avais mis dans l'activité sur le drive des vidéos concernant, enfin une vidéo concernant cet événement d'août 1961. Le cas de Berlin sera définitivement réglé par les soviétiques avec la construction d'un mur. L'idée est simple, c'est de ceinturer Berlin d'un mur infranchissable, en partant du principe que désormais Berlin-Ouest est une espèce d'île au milieu de l'univers soviétique, et que pour accéder à Berlin-Ouest, vous ne pouvez emprunter que des axes de communication spécifiquement contrôlés, surveillés, encadrés et étanches. Donc ce n'est pas Staline qui réglera ce problème avec la construction du mur de Berlin, mais c'est son successeur, Nikita Khrouchtchev. Voilà. Et Nikita Khrouchtchev, d'ailleurs, en ceinturant Berlin-Ouest d'un mur, réglera aussi non seulement le problème de Berlin-Ouest en tant que présence occidentale dans le territoire soviétique, mais réglera aussi un autre problème qui est la fuite des habitants de l'Est vers l'Ouest en passant par Berlin-Ouest, puisque il faut comprendre que Berlin-Ouest était jusqu'en 1961 la porte d'entrée vers la Stargate en quelque sorte, porte d'entrée vers le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire que si vous étiez polonais, allemand de l'Est, hongrois, etc., que vous vouliez vous rendre en France par exemple, eh bien il était impossible de passer par cette frontière étanche qu'on appelle le rideau de fer, mais il fallait passer par Berlin-Ouest. Une fois que vous aviez mis les deux pieds à Berlin-Ouest, ce qui n'était pas compliqué jusqu'en 1961, puisque il n'y avait rien qui coupait physiquement la ville en deux. Une fois que vous étiez à Berlin-Ouest, il vous suffisait de prendre un billet de train et de vous rendre en Allemagne de l'Ouest. Donc ce problème est définitivement résolu en 1961. Donc je reviens vers la carte, puisque vous ne pouvez plus vous rendre à Berlin-Ouest en étant dans le secteur soviétique. Donc vous ne pouvez plus vous rendre tout simplement dans l'Ouest. Donc le bloc de l'Est, l'Europe de l'Est se ferme définitivement et de manière étanche avec le reste de l'Europe de l'Ouest. Et du coup en 1949, là c'est en 1961, je reviens quand même en 1949, la crise aussi, la première crise de Berlin va régler aussi le problème de l'Allemagne, puisqu'en 1949, eh bien, les soviétiques décident de définitivement séparer le territoire ici soviétique du reste de l'Allemagne, créant un État autonome qui s'appelle la RDA, la République démocratique allemande, dont la capitale sera Berlin-Est. Et du même coup, eh bien, les secteurs français, britanniques et américains vont fusionner et donner naissance à une autre Allemagne, une deuxième Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, qu'on appelle la République fédérale d'Allemagne, c'est-à-dire la RFA. Et donc à partir de 1949 jusqu'en 1989, 90 même, jusqu'en 1990, eh bien on aura dans le monde deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est, RDA, capitale Berlin-Est, et l'Allemagne de l'Ouest, RFA, capitale, évidemment pas Berlin-Ouest, c'est trop compliqué à gérer administrativement, mais la capitale sera la ville de Bonn. Voilà. Donc les crises de Berlin, 1948-49, définitivement réglées en 1961 par la fermeture complète, l'isolement complet de Berlin-Ouest, et puis le cas de l'Allemagne coupée définitivement en deux, et ce de manière officielle avec deux États indépendants. D'un côté l'Allemagne de l'Ouest, RFA, de l'autre côté l'Allemagne de l'Est, la RDA. En espérant avoir été à peu près clair sur ces débuts de la guerre froide en Europe avec le cas allemand. Merci.